Bonjour à vous. Merci d'être présent pour ce webinaire sur la transition professionnelle. Donc, je vais déjà me présenter. Donc, je m'appelle Pierre de Stefano. J'ai une entreprise donc dans le territoire de Belfort, entreprise de carrelage avec une douzaine de salariés. Activité donc carrelage, mousse de polyuréthane projetée et également choc fluide. Voilà. Aujourd'hui, je vais intervenir avec vous sur et au nom de la commission emploi-formation, développement des compétences. Donc, c'est une commission au sein de la Fédération du bâtiment. Commission qui rencontre différents acteurs de la formation et qui sert à promouvoir l'excellence et les formations au sein du bâtiment. Aujourd'hui, on va présenter donc ce webinaire en deux parties. La première partie va être une partie sur la Fédération du bâtiment, sur la présentation de la Fédération du bâtiment. Et la deuxième partie va être sur une façon en question-réponse, si vous voulez, avec vous pour pouvoir communiquer sur cette transition professionnelle en deuxième partie. Donc, pour la première étape, on va dire, de la présentation de la Fédération du bâtiment, donc on va la scinder en quatre étapes. Donc, la première étape, ce sera le secteur du bâtiment. La deuxième, la Fédération française du bâtiment. La troisième, la présentation des métiers. Et la dernière, avant la conclusion, qui sera « Rejoignez-vous ». Voilà. Donc, pour le secteur du bâtiment. Donc, le secteur du bâtiment, en vérité, ça va être des chiffres. Hein, ça va être des chiffres sur le bâtiment en général, des chiffres nationaux. Hein. Donc, sur le bâtiment, on peut se rendre compte qu'il y a un peu plus de 400 000 entreprises françaises qui équivaut à environ ou un peu plus de 1 500 000 actifs. Alors, on a 1 121 000 salariés et 500 000 artisans. Donc, on peut se rendre compte qu'il y a une grosse part aussi d'artisanat dans le bâtiment. D'accord? Donc, c'est des personnes qui sont toutes seules ou avec 1 ou 2 employés. Alors, ces chiffres équivaut à peu près à la moitié de l'industrie au niveau salarial et 2 fois les activités des banques et des assurances. On voit quand même qu'on a un poids très important dans l'emploi dans le bâtiment. Aujourd'hui, on se rend compte que, comme diraient certains, quand le bâtiment va, tout va. En vérité, on est des acteurs importants quand même dans l'emploi en France. Les entreprises. Donc, on se rend compte qu'en France, on fait 148 milliards d'euros de chiffre de travaux réalisés, donc de chiffre d'affaires. On a ces chiffres qui sont répartis en plusieurs typologies d'entreprises. On voit, on a des entreprises entre 0 et 10 salariés, donc des petites entreprises. On a des entreprises entre 30 et 50 salariés, de 50 à 200 et plus de 200. On peut déjà se rendre compte que les salariés, si vous voulez, les entreprises qui ont entre 0 et 10 salariés représentent le double de chiffre d'affaires de ceux des grosses entreprises qui ont plus de 200 salariés. Donc, on se rend compte que les entreprises petites et moyennes représentent une grosse partie de l'activité du bâtiment en France et que cette activité est vraiment marquée par les petites et moyennes entreprises. Voilà. Sur ce slide, on peut remarquer sur la taille d'une entreprise. Donc, une entreprise, vous avez
Les cadres, en général, c'est les gérants avec les ingénieurs. Vous avez les étames qui, eux, sont, on va dire, les conducteurs de travaux ou les gens qui font du suivi de chantier. Et ensuite, les gens qui sont vraiment sur le chantier, qui sont les ouvriers. On a 8% donc d'ingénieurs ou assimilés cadres. On a 20% d'étames pour 70% à peu près, 70% d'ouvriers. Donc on voit que de notre activité dans le bâtiment en général, on a vraiment besoin de personnel sur nos chantiers. Ça équivaut à peu près aux 3/4 de notre personnel. Et qu'ensuite, on a besoin également d'ingénieurs ou assimilés, et ensuite des cadres, des techniciens et des agents de maîtrise. Sur ces mêmes chiffres, on voit que le second œuvre, on a à peu près 751 000 employés, dont 67% dans le second œuvre. Et on a 33% pour 370 000 personnes dans le gros œuvre. Alors, sur cette diapo, on peut voir que notre activité, le 3/4 quasiment de notre activité est vraiment basée en Europe. Nos entreprises françaises travaillent à 71% en France. Et après, on rayonne un peu dans le monde entier en allant de l'Amérique du Nord, l'Amérique latine, l'Océanie, l'Asie, l'Afrique, avec un pourcentage à peu près similaire. On est dans chaque continent à moins de 10% d'activité. Donc la grosse activité est surtout en Europe. Voilà. Et on se rend compte que pour 7 milliards d'euros de réalisés, on a 52 milliards d'euros pour le gros œuvre et 2,4 milliards d'euros pour le second œuvre. Alors, les avantages sociaux dans le bâtiment. Alors, les avantages qu'on a dans le bâtiment, en plus des salaires qui sont quand même agréables dans le bâtiment, parce qu'on a quand même des salaires assez conséquents. En général, les ouvriers gagnent bien leur vie. On peut considérer que, en plus de ces salaires attractifs, on a des indemnités de repas qui sont 9,98 € en moyenne par jour. Donc, pour un salaire mensuel, on peut compter à 200 € de plus que d'indemnité, qui n'est pas quand même négligeable. Et bien sûr, une protection sociale complémentaire de qualité. Également, les avantages sociaux. Alors, bien sûr, les avantages sociaux, c'est l'accès direct des entreprises et des salariés du bâtiment au dispositif d'épargne salariale, ça c'est important, aux chèques vacances et aux aides à la location et à la cession aux logements sociaux préavantageux pour l'achat d'un bien immobilier. Voilà. Donc dans le bâtiment, on est quand même favorisé par rapport à ces avantages quand même qui ne sont pas des moindres. La fédération du bâtiment. Alors là, ça va être une partie qui va présenter la façon de fonctionner de la fédération du bâtiment. Donc, on va continuer sur le prochain slide. Voilà. Donc, la fédération du bâtiment. Donc, la fédération du bâtiment rassemble tous les corps de métier, c'est sûr, et de toutes les tailles. Donc, on peut avoir des entreprises qui sont des grosses entreprises comme Bouygues, etc., comme le petit artisan qui est tout seul et qui travaille tout seul. D'accord ? Elle est surtout, et c'est important, la première organisation représentative des employeurs du bâtiment. C'est un syndicat aujourd'hui professionnel d'employeurs, et aujourd'hui, on est la première organisation représentative.
Et l'objectif de tout ça, surtout, c'est de pouvoir défendre les intérêts collectifs de la procession et pouvoir les faire évoluer. Surtout, hein, l'idée de la Fédération du bâtiment, c'est pouvoir aller de l'avant, de pouvoir faire des commissions comme celle que je représente aujourd'hui et de pouvoir faire évoluer nos métiers. Alors, la fédération représente 50 000 entreprises adhérentes, dont 35 000 de taille artisanale. Alors, quand on regarde un peu les premiers chiffres qu'on a vus au départ au niveau national, des chiffres nationaux, on se rend compte qu'on est à peu près sur les mêmes critères. On a 50 000 entreprises adhérentes pour 35 000 de taille artisanale. On se rend compte que l'artisanat est très important. Hein. Et sur le chiffre d'affaires, les entreprises ici réalisent dans notre fédération les 2/3 des 148 milliards d'euros de production de chiffre d'affaires annuel dans le bâtiment. Donc sur les 148 milliards d'euros, quand même, c'est une grosse part de marché. Et emploi également sur le même quota, les 2/3 des 1 121 000 salariés du bâtiment. Ces missions, alors, c'est ça qui est très important aujourd'hui dans la fédération, c'est qu'on intervient auprès des pouvoirs publics pour favoriser les conditions d'exercice de la profession. Elle apporte une expertise, elle assure la promotion de l'image de la profession, de ses métiers et de ses entreprises. Et bien voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on va un peu tous dans le même sens pour pouvoir promouvoir le bâtiment, pour pouvoir essayer de faire venir du monde sur nos chantiers et essayer le plus possible de donner une image positive du bâtiment. Donc c'est tout l'intérêt d'avoir avec la Fédé du bâtiment, justement, la possibilité d'aller en avant et de pouvoir promouvoir cette image qui est vraiment importante pour faire évoluer les choses. Un réseau de proximité, les fédérations départementales. Donc là, on va rentrer un peu dans la façon de s'organiser de la fédération du bâtiment. Donc on a des fédérations, la fédération nationale, qui, elle, capote un peu toute la France, d'accord, capote toute la France. Et ensuite, on a les fédérations départementales, les fédérations régionales et les unions. On va revenir dessus après. La fédération départementale, en vérité, comme vous pouvez le voir sur la carte de France, sur la gauche du slide, on a à chaque département, on a une fédération qui œuvre à l'intérieur de chaque département. Donc, on en a une dans le 25, dans le 70, dans le 39, dans le 71, dans le 21, dans tous les départements de France. On essaye d'avoir des gens pour la proximité, si vous voulez, la proximité par rapport à nos adhérents. Voilà. Donc, c'est ce que je dis. Donc, lobbying auprès des décideurs locaux, important. Pourquoi départemental? Voilà, parce que c'est nos décideurs locaux qu'on rencontre, une expertise technique et une assistance de proximité. Les fédérations régionales. Donc, après la fédération départementale, on a une fédération régionale qui est aujourd'hui, nous, la grande région. Donc, qui comporte 4 fédérations départementales, hein, Bourgogne, Franche-Comté. Donc, un réseau de proximité, la même chose, 3 domaines de compétences spécifiques, développement de l'économie, hein, formation, tout ce qui est social, tout ce qui est RH, relais départemental avec le national, ça veut dire qu'on va récupérer les informations qui viennent des départements pour pouvoir les communiquer au niveau national, animation dans les domaines techniques, métiers et environnement. On va revenir un peu plus tard sur justement les domaines techniques avec les unions qu'on va présenter à la suite.
un réseau de proximité, les unions. Voilà. Donc les unions, en vérité, donc vous avez la partie départementale, la partie régionale qui globe un peu tous les métiers. Et ensuite, au niveau national, au niveau départemental, au niveau des régions, on a ce qu'on appelle les unions de métiers. Donc, c'est un regroupement, si on veut, d'entreprises du même corps de métier. Par exemple, moi, j'ai l'Union des métiers des carreleurs, qui est l'UNECB, qui va donc nous faire avancer sur le domaine du carrelage, et uniquement du carrelage, avec la possibilité de formation, avec la possibilité de réunification, et de pouvoir faire également des formations spécifiques à chaque métier, à chaque typologie de métier, et surtout la promotion de ces métiers. Voilà. Donc, représente les professions sur le plan national, européen et international, développe des actions de recherche et de développement, analyse les besoins en formation et font la promotion des métiers. Nous, par exemple, en carrelage, on a une réunion par semestre à peu près au niveau de la Bourgogne-Franche-Comté, où on essaie de se voir une journée, où on parle des chantiers, on parle de notre activité, et puis ça nous permet de nous réunir, et puis de pouvoir faire évoluer, de pouvoir également de prévoir des formations à un moment donné sur les nouveaux matériaux, et de pouvoir promouvoir justement notre métier de carreleur. Prochain slide. Présentation des métiers. Donc là, la présentation des métiers, on va plus rentrer dans le vif du sujet sur vraiment les métiers dans le bâtiment. Donc, ça veut dire qu'on va présenter un peu le type d'entreprise, le type des métiers, et de pouvoir voir, si on veut, toute la chronologie, si on veut, des travaux dans un bâtiment. Présentation des métiers. Alors, on a on va dire quatre sous-parties, on va dire, dans chaque métier. Donc, on a la partie gros œuvres et structures. Donc, en général, c'est les maçons, tout ce qui est métallique, tout ce qui est structure métallique. L'enveloppe extérieure, c'est les bardages, la toiture, les fenêtres extérieures. Les équipements techniques, c'est ce qui est plomberie, électricité. Et tout ce qui est aménagement et finition, c'est les peintres, c'est les carreleurs. Nous, en tant qu'on est dans les finitions. Voilà. Et on peut se rendre compte qu'on a quand même 35 métiers qui sont répartis dans ces 4 familles. Donc là, on voit plus en détail un peu tous les métiers de construction qui sont pour un bâtiment. Donc, vous voyez, vous avez le couvreur, le métallier, le charpentier, le menuisier, l'électricien, le chauffagiste, l'ascensoriste, le fumisterie, le maçon, le staffeur, le bardage en façade, le plastrier, l'électricien, le plombier, le serrurier, le menuisier, etc., etc. Il y en a d'autres, puisqu'on n'arrive pas aux 35 qui étaient cités au départ. Mais pour vous dire qu'il y a quand même énormément d'entreprises et de métiers qui sont à disposition pour réaliser des travaux. Voilà. Et des fois, des métiers également qui ne sont pas forcément connus, quoi. Voilà. Comment fonctionne un chantier? Donc, les 5 étapes clés du déroulement d'un chantier. Donc, le premier, bien sûr, c'est la conception et l'étude. Donc, la conception, tout simplement, c'est un client qui dit aujourd'hui, je veux construire un bâtiment.
Donc, il va aller chercher un architecte qui vont proposer un projet. Et donc, on va, par différents biais, voir si cette réalisation est possible et le chiffrer. Le chiffrer et déposer un permis de construire, etc. Donc, ça, c'est la conception. C'est ce qu'on appelle un peu un avant-projet avec le projet conception et étude. La deuxième partie, c'est la structure et le gros œuvre. Donc, structure ou gros œuvre. Hein. Donc, cette partie-là, bah, c'est le maçon, c'est tout ce qui est structure métallique, c'est tout ce qui va être, on va dire, porteur, tout ce qui va être le gros du travail, on va dire, l'enveloppe, si vous voulez, du bâtiment. Ensuite, l'enveloppe extérieure. L'enveloppe extérieure, ça va être les fenêtres, ça va être la toiture, ça va être tout ce qui est bardage. Ça va être qu'en vérité, ce qu'on appelle un clos et couvert, on va fermer le bâtiment pour qu'il ne pleuve plus à l'intérieur, qu'il n'y ait plus de courant d'air à l'intérieur, ce qu'on appelle le clos et le couvert. Donc ça, c'est l'enveloppe. Voilà. Les équipements techniques, comme je vous disais tout à l'heure, c'est les plombiers. Donc à chaque fois, il y a des études à chaque fois pour dire il faut tant de puissance au niveau de l'électricité. La plomberie, pareil. Donc c'est pareil, il est lié derrière plein de bureaux d'études qui sont liés justement à ces lots qu'on appelle des lots techniques. Et ensuite, l'aménagement et finition. Donc là, c'est quasiment la fin du chantier où on vient et on finit ou par la peinture ou par le carrelage. On est sur de l'habillage, on est sur de la finition, sur ce qui est décoration, on va dire. Alors, les étapes d'un projet. Alors, les étapes d'un projet, bien sûr, avant de pouvoir vendre quelque chose ou acheter, bien sûr, il faut à un moment donné pouvoir aller chercher le client. Donc, c'est ce qu'on appelle le commercial dans beaucoup de domaines, pas que chez nous dans le bâtiment. Donc, il prospecte pour les entreprises et conduit la phase commerciale d'une affaire depuis son origine jusqu'à la signature du contrat avec le client. Je pense que tout le monde sait ce que c'est qu'un commercial. On en a besoin dans le bâtiment puisque on doit aller chercher les marchés, on doit aller chercher le client. Et donc, c'est une étape importante dans notre façon de procéder pour récupérer des chantiers. Les études. Donc, les études, c'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure. Du moment où on a un bâtiment, ou du moins, on pense à un bâtiment, à partir de là, il va falloir le dessiner, regarder combien d'étages, la grandeur, les pièces, le fonctionnement du bâtiment, savoir si on met une ou deux salles de bain, etc. D'accord? Donc ça, c'est les études. Alors les études, surtout, c'est au départ un dessinateur qui va venir dessiner un projet ou ce qu'on appelle un avant-projet. Donc ça, en général, c'est l'architecte ou le dessinateur, d'accord? Et après, derrière, on vient avec des bureaux d'études qui vont faire la conception du bâtiment pour que ça puisse se réaliser. Voilà. Donc c'est tous des éléments qui sont en avant-projet avant de construire le bâtiment. On ne peut pas se lancer à la construction d'un immeuble sans que derrière, on ait fait des plans, on ait fait des solutions techniques pour que ce bâtiment puisse tenir dans le temps. D'accord? Donc, c'est toutes des étapes très importantes avant la construction. Et le maîtreur, donc en deuxième partie, bien sûr, rentre dans cette catégorie puisqu'il chiffre les surfaces sur plan ou sur site, détermine les quantités de matériaux ainsi que le personnel nécessaire à l'ouvrage et établit les devis. Du moment où on sait ce qu'on veut faire, à partir de là, on demande des entreprises de pouvoir faire un devis sur les ouvrages à réaliser. Ensuite, après cet avant-projet, donc à partir de là, quand tout est bon au niveau technique pour réaliser, on va commencer donc la réalisation du bâtiment. Donc la réalisation, elle englobe la partie mise en œuvre sur le chantier en atelier. Donc là, on a 4 étapes de la construction.
Donc, la première étape, si on veut, c'est les fondations. Donc, avant de construire le bâtiment, on fait les fondations. Donc, les fondations, c'est la partie que vous ne voyez pas, qui est dans le sol et qui permet de faire tenir le bâtiment. À partir de là, quand tout ça est réalisé, on passe sur la pose des murs ou des structures ou, voilà, ou de la couverture. Les fermetures, donc tout ce qui est fenêtres extérieures, portes, etc. Plafond, cloison. Et ensuite, en finition, on vient sur les finitions qu'on a parlé précédemment, et également de tout ce qui est aménagement extérieur, parce qu'il n'y a pas que le bâtiment. Après, il y a les accès, il y a les enrobés qu'il y a sur l'extérieur, il y a pas mal d'aménagements, on va dire, extérieurs avant la fin, la fin complète du chantier. Les étapes d'un projet. La réception des travaux. C'est la dernière étape du chantier. Alors, c'est ce qu'on appelle, comme il le dit ici, un constat d'achèvement des travaux et une bonne exécution et leur conformité au contrat. Une réception de travaux est très importante. C'est la fin du chantier et c'est surtout aussi le début des garanties. Ça veut dire que du moment où on a fini les travaux, on réceptionne notre ouvrage, on réceptionne le bâtiment et à partir de là, il appartient au client. Et à partir de là, débutent toutes les garanties, donc ce qu'on appelle la garantie biennale, la garantie décennale. Donc c'est un élément qui est un papier signé par les trois parties, d'accord, et qui est vraiment un constat d'achèvement de travaux et de passation, on va dire, au client, et qui est important. Dernière partie donc de ce diaporama. On va vous mettre à la fin des numéros de téléphone où vous pouvez, comme on le voit ici, rejoignez-vous, vous pouvez contacter la Fédération du bâtiment. Et ces numéros, si vous avez besoin pour une transition professionnelle, si vous avez besoin de renseignements, hein, n'hésitez pas à appeler. Donc, on a ça, c'est les fédérations que vous voyez, 21, 25, 39, etc. Les fédérations départementales. Donc, il y a toujours quelqu'un qui est disponible dans ces fédérations. Fédérations qui sont sûrement dans votre département où vous vous trouvez. Donc, n'hésitez pas à les appeler et ils pourront vous orienter sur des formations où suivant les besoins que vous avez et les demandes que vous avez qui sont les vôtres. Et vous avez également donc, la Fédération Bourgogne-Franche-Comté qui est sur Dijon, qui est basée sur Dijon, avec Véronique, que vous pourrez joindre sur le numéro qui est au centre. Voilà. Créer et reprendre une entreprise. Alors, c'est ce que je vous disais. Donc, ces informations, vous pouvez les trouver chez nous, hein, donc n'hésitez pas d'appeler. Donc, c'est des formations spécifiques qui permettent d'apprendre le métier de chef d'entreprise. La fédération a créé sa propre école pour former les futurs dirigeants d'entreprise du bâtiment. C'est l'école supérieure des jeunes dirigeants du bâtiment. Voilà. Donc, c'est pareil, vous pouvez aller sur leur site, ça permettrait aussi de vous orienter si besoin. Donc, on a fini la première partie du webinaire, donc partie où il y avait une présentation de la fédération du bâtiment et un peu du fonctionnement du bâtiment en général avec ses métiers, etc., etc. Maintenant, on va passer sur une deuxième partie qui va être une partie, on va dire, de questions-réponses. Par contre, je voudrais avant faire une petite conclusion sur un témoignage personnel. Ce témoignage est sur deux collaborateurs que j'ai dans mon entreprise.
Le premier collaborateur, c'est un jeune qui aujourd'hui doit avoir 25 ans, qui a fait une première année donc d'apprentissage à Besançon et qui se trouvait pas du tout bien dans son entreprise. Le professeur que je connais sur Besançon, le professeur de carrelage, m'appelle en me disant, écoute, j'ai un jeune qui est pas bien du tout, qui est très bien, pardon, et qui est pas bien du tout dans son entreprise, il s'entend pas du tout avec son patron, il voudrait arrêter le carrelage, et pour autant, c'est quelqu'un qui est exceptionnel. Il me dit, est-ce que tu peux le prendre en deuxième année CAP? Donc, je prends ce jeune en deuxième année CAP, il passe son CAP qu'il a largement, il fait un BP, le BP il l'a largement, et il s'inscrit aux Olympiades des métiers. Donc c'est un concours qui est interne pour les jeunes de, je crois, moins 25 ans, et qui est un concours qui au départ est régional et ensuite national, et qui va sur ce qu'on appelle les World Skills au niveau international, au niveau mondial. Donc c'est un concours qui est très difficile, hein. Et donc ce jeune-là, il part au niveau régional, il finit premier au niveau Bourgogne-Franche-Comté, et il est parti en national où il a fini quatrième. Donc c'est là que ce qu'on peut voir, c'est qu'un jeune qui au début était en difficulté avait envie d'arrêter une activité, un métier, parce qu'il n'était pas bien avec son patron, il a pu justement repartir sur son métier qu'il aimait au départ, avec une autre entreprise, et puis là, arrivé aujourd'hui, il est encore chez nous, et c'est un ouvrier qui gagne bien sa vie, hein. On a des salaires de plus de 2000 euros, si ça peut inciter certaines personnes à nous rejoindre. Et aujourd'hui, il fait des chantiers plutôt haut de gamme, puisque on a quand même des gens, ça fait 5 ans qu'il est chez nous, des gens qui savent travailler, quoi. Donc, première expérience. Deuxième expérience, c'est un jeune qui avait 25-30 ans, qui était cuisinier. Alors, rien à voir avec le carrelage, il était dans tout ce qui était restauration. Et puis, il devait partir à l'étranger, dans les îles, sans citer d'endroit, pour travailler là-bas. Et tout compte fait, il n'a pas pu partir au jour J, et son départ a été repoussé de 3 à 4 mois. Et donc, j'avais besoin d'une personne de main-d'œuvre, si on veut, sur des chantiers. J'ai pris quelqu'un en intérim, provisoirement, pour pouvoir nous aider. C'était en plein été, pour pouvoir nous aider sur nos chantiers. Et ce jeune-là, donc, est resté chez nous définitivement. Ça fait maintenant 15 ans qu'il est ici. Il est chef de chantier chez nous. Donc, c'est quelqu'un qui est au-delà des 2000 euros, hein. Donc, c'est des gens qui sont bien payés et qui aujourd'hui est dans le bâtiment, qui se trouve bien dans le bâtiment, qui a progressé. Par contre, il a commencé avec rien. Il n'avait aucune idée du bâtiment avant. Voilà, il a vraiment appris dans notre entreprise et il a évolué dans notre entreprise. Donc, deux schémas complètement différents. Un qui a été à l'école avant et qui a fait une formation initiale au départ et qui a rejoint notre entreprise en évoluant dans l'entreprise, et une deuxième personne qui elle, est arrivée par hasard dans l'entreprise, et puis qui se retrouve chef de chantier, où ils sont quasiment au même niveau l'un et l'autre, avec des orientations complètement différentes. Donc c'est là qu'il est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, dans le bâtiment, on a la possibilité de former, hein, sur le premier cas, et on a aussi la possibilité de prendre des gens qui ne sont pas formés et de nous-mêmes dans les entreprises, pouvoir former nos salariés. Et ça, c'est important puisqu'il y a beaucoup de domaines, beaucoup de métiers autres que dans le bâtiment où malheureusement, si on n'a pas de diplôme, si on n'a pas, on n'arrivera jamais à progresser, on va dire, et à passer des étapes pour pouvoir progresser dans une entreprise. C'est le gros avantage du bâtiment. Voilà. Donc, on va passer à la deuxième partie, qui est un échange questions-réponses entre nous. N'hésitez pas à me poser des questions, j'essaierai de vous répondre favorablement, j'espère. Donc, voilà.